Soyez tous et toutes les bienvenus pour cette nouvelle séance, la troisième, consacrée à la séquence 6 d'histoire du programme de 5e, consacrée aux villes et aux grands commerces dans l'Occident médiéval. Nous avons, au cours des deux dernières séances, planté le décor spatial et temporel de la séquence, puisque nous avons dessiné ensemble la carte de l'Occident sur le plan du commerce et des villes de foire de commerce. Puis nous avons étudié la frise chronologique, mis en relief les 6 grandes dates clés de la séquence et les personnages clés, les acteurs majeurs de la séquence. Il est temps maintenant d'entrer au cœur de notre sujet par le prisme, par une œuvre d'art très célèbre, une des plus célèbres de son époque, intitulée Les époux Arnolfini, et qui va nous permettre de célébrer la naissance d'une nouvelle catégorie de la population en Europe au Moyen-Âge, la bourgeoisie commerçante. Grand C, donc, célébrer la bourgeoisie commerçante, les époux Arnolfini, et notre problématique sera la suivante, la question à laquelle nous allons tâcher de répondre au cours de la séance, et donc, que nous apprend cette célèbre peinture sur la réussite sociale et économique de la bourgeoisie commerçante de l'Occident médiéval. Voici le tableau, puisqu'il s'agit d'un tableau, et vous noterez au passage que c'en est fini des enluminures, des miniatures qui constituent en général notre ordinaire. Dès lors qu'on s'appuie sur une œuvre d'art au Moyen-Âge, on a devant soi en général comme ressource principale, pour ne pas dire unique, le dessin à la plume, fait le plus souvent par un moine sur un parchemin. Et bien là, nous sommes en fait à la fin du Moyen-Âge. Nous commençons à voir apparaître les premiers peintres. Et il se trouve que ce que vous avez sous les yeux est l'une des premières peintures du Moyen-Âge. Et ce tableau donc, peut-être l'avez-vous déjà rencontré sous une forme ou sous une autre, parce qu'il a été également souvent détourné. On aura l'occasion de voir ça en fin de séance. Donc voici les époux Arnolfini. Je vous présente Giovanni Arnolfini à gauche et sa digne et tendre épouse Giovanna Arnolfini. Et comme vous pouvez le voir, ils ont des noms qui sonnent italiens. C'est certainement la raison pour laquelle ils vivent à Bruges, dans ce qui aujourd'hui serait la Belgique. Avant de nous lancer dans un travail de description, d'identification, d'analyse, je vais vous proposer de visionner, je crois que vous en avez bien l'habitude, une petite vidéo d'une minute 30, 2 minutes de la collection d'art consacrée aux époux Arnolfini, et je vous demande de bien suivre la vidéo, de vous la repasser si nécessaire, parce que avec Dardar c'est très rapide et c'est extrêmement dense. Il faut bien écouter, il faut bien regarder. Je vous en souhaite donc une bonne découverte. Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art? De l'art. J'adore! Rien dans le regard de ce couple n'invite à la fantaisie. Et pourtant, voilà près de 585 ans que les interprétations différentes fusent pour tenter de comprendre ce tableau. Il faut dire, le peintre, Jan van Eyck, maîtrisait l'art du détail comme personne.
Et dès le premier regard posé sur la toile, nous sommes projetés dans un véritable jeu de pistes dont l'issue est loin d'être certaine. D'ailleurs, rien n'est vraiment certain dans ce tableau. Son titre, Les époux Arnolfini, ne permet pas d'identifier clairement les personnages. S'agit-il de Giovanni Arnolfini, dont Van Eyck fera le portrait quelques années plus tard, vers 1438, et qui serait ici représenté avec son épouse le jour de leur mariage? Ou de son homonyme, Giovanni di Niccolao Arnolfini, un homme endeuillé qui aurait fait réaliser ce tableau en hommage à sa défunte bien-aimée? Regardons la femme de plus près. Son grand front correspond au canon de beauté de l'époque et inspire la séduction. Sa main, délicatement ouverte, s'offre à son mari. Le chien, symbole de la fidélité, renforce l'image d'une épouse obéissante qui penche respectueusement la tête en direction de son mari. Tout semble en ordre, à un détail près, son ventre. Si c'est celui d'une jeune mariée, sa rondeur serait alors transgressive. La coutume imposait alors un minimum de 9 mois réglementaires après le mariage, avant toute tentative de mise au monde. Si c'est celui d'une défunte, le tableau serait alors un hommage funèbre de Giovanni di Niccolao Arnolfini à son épouse morte en couche. Les 10 médaillons autour du miroir représentant les scènes de la Passion de Jésus, l'unique chandelle dans le chandelier au-dessus de leur tête, le portrait de Sainte Marguerite, patronne des femmes enceintes, sur le montant du lit, autant de détails qui nourrissent l'imaginaire, mais ne permettent pas de trancher entre un mariage et un hommage. Alors comment savoir ce que signifie le tableau? Le plus simple serait encore de demander directement au peintre, qui apparaît dans le miroir, en plein centre du tableau. Vous ne l'aviez pas vu? Lui pourtant vous regarde, et depuis le début. Donc, comme vous l'avez compris, il existe deux grandes interprétations du tableau selon que l'on a affaire à Giovanni Arnolfini ou à son homonyme, c'est-à-dire un personnage qui n'est pas forcément de sa famille, mais qui porte le même nom. Donc dans un cas, on a affaire à un mariage, c'est la version qui est en général la plus souvent retenue, mais ça peut être aussi un veuf inconsolé qui rend hommage à sa femme peut-être morte en couche, c'est-à-dire morte en donnant naissance à un enfant. Bon, de toute façon, peu importe, quelle que soit la bonne version, si tant est qu'on le sache un jour, de toute façon, ça ne change rien à l'intérêt du tableau. Alors, je vous rappelle qu'en histoire des arts, la démarche est toujours la même. On commence par identifier, dresser la carte d'identité de l'artefact, autrement dit de l'œuvre d'art que l'on a sous les yeux. Donc, si vous prenez la peine de regarder la petite fiche qui se trouve à droite de la diapositive et que j'ai emprunté probablement une fois de plus à Wikipédia, vous devriez voir apparaître à peu près tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour compléter la fiche d'identité, à commencer par la date, le titre, voilà, je vous laisse faire. N'hésitez pas à me mettre sur pause le temps de faire le travail. Normalement, vous devez disposer sur votre ENT, dans votre cahier de texte, vous devriez disposer de la fiche de la planche 3 qui est associée donc à la séance d'histoire des arts. Donc voici le corrigé officiel de l'exercice qui n'était pas très difficile. Donc le titre auquel est attaché ce tableau, c'est Les époux Arnolfini. Il s'agit donc d'une peinture, d'un tableau si vous préférez, mais pas d'un tableau statistique, d'une peinture à l'huile, puisque Van Eyck est l'un des tout premiers à utiliser cet ingrédient, si je puis dire. C'est une huile sur panneau de chêne, c'est du solide,
Et c'est ce qui explique sans doute aussi pourquoi ce tableau a traversé les siècles et nous est parvenu intact jusqu'à aujourd'hui. Le genre, c'est un portrait, mais un portrait de couple, s'il vous plaît. Et c'est pas un portrait en format américain comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire juste la tête et les épaules, hein. Vous avez le personnage, les personnages qui sont représentés des pieds à la tête. Le tableau est donc l'œuvre d'un artiste très célèbre à l'époque, très recherché, très cher. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a les moyens de peindre sur des panneaux de chêne, qui s'appelle donc Jan van Eyck, qu'on appelle aussi parfois en français Jean van Eyck, mais bon, il vaut mieux le prononcer à la locale, Jan van Eyck. Qui s'était spécialisé dans les scènes domestiques, c'est-à-dire les scènes qui se déroulent à la maison. C'est ce qui explique pourquoi, là ici on est sur le seuil de la chambre à coucher du couple qui vient de se marier. C'est une œuvre qui date de 1434, donc on est à la fin du premier tiers du XVe siècle, donc pour vous donner une idée, on est quand même vers la fin du Moyen Âge. La guerre de 100 ans que nous étudierons dans la prochaine séquence s'achèvera une vingtaine d'années plus tard seulement, à peine, donc on est vraiment à la fin du Moyen Âge. Et si vous voulez admirer ce tableau de dimension relativement importante pour l'époque, de 82 cm 2 sur 60 cm, eh bien il faudra vous rendre à la National Gallery de Londres. Alors, quelques mots sur Jan van Eyck. Qui est présent en autoportrait, c'est-à-dire qu'il s'est peint lui-même, sans doute devant un miroir, j'imagine. Donc il s'est représenté vers la fin de sa vie avec une sorte de curieux turban rouge autour de la tête, ce qui donne vraiment un effet de contraste par rapport à son vêtement et au fond très sombre de l'autoportrait. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il faut en retenir que c'est un peintre de tout premier plan, vous voyez que je vous gâte, qu'il a vécu, aujourd'hui on dirait qu'il est belge, qu'il était belge, il a vécu et il est mort à Bruges. Et c'est pas un hasard si j'ai donc choisi Van Eyck, parce que comme vous vous en rendrez compte, on va quasi exclusivement travailler cette séquence autour de la ville de Bruges. Et quand je vous disais tout à l'heure que les Arnolfini, femme et mari, sont italiens, certes, mais des Italiens vivant eux aussi à Bruges, et oui, il y a une autre chose qu'il faudrait retenir en ce qui concerne l'œuvre de Jan van Eyck, c'est qu'il est l'auteur, avec son frère, puisqu'ils ont été deux peintres assez connus l'un comme l'autre. Ils sont tous les deux, puisque Jan a fini le tableau commencé par son frère sans qu'on sache exactement qui a fait quoi, mais peu importe. Les frères Van Eyck sont célèbres pour avoir peint ce tableau qu'on intitule L'agneau mystique, que vous pouvez admirer, là encore en Belgique, mais pas à Bruges, il faut vous rendre dans la ville de Gand. Et c'est un tableau, vous voyez, qui sort un peu de l'ordinaire parce que c'est un tableau repliable. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un triptyque, qui est donc constitué de panneaux de bois que l'on peut replier les uns sur les autres, comme des volets. Ça se fait à l'époque.
Et Jan van Eyck n'échappe pas à la thématique du Moyen-Âge, hein, que l'on soit un moine enlumineur ou que l'on soit un peintre utilisant de l'huile sur des panneaux de chêne. La thématique principale reste la religion chrétienne. Et effectivement, l'agneau de Dieu, c'est une métaphore, c'est une image de Jésus. Une dernière petite chose à noter en ce qui concerne Van Eyck, eh bien, il est parfaitement conscient de son talent. Il sait qu'il est un très grand peintre. C'est sans doute la raison pour laquelle il est l'un des tout premiers, si ce n'est d'ailleurs le premier, à signer ses œuvres. Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on a étudié une miniature du Moyen-Âge, à chaque fois que je vous ai demandé qui en était l'auteur, à chaque fois vous m'avez répondu on ne sait pas parce que c'est pas signé. Effectivement, vous aviez raison. Là, avec Van Eyck, on n'est pas déçu. Vous avez la signature en latin, donc en latin Jan devient Johannes, voilà, Johannes m'a peint, et on a donc aussi la date exacte du tableau. Le tout est écrit avec une belle écriture très très élaborée au-dessus du miroir. Et d'autre part, puisqu'on parle du miroir, Van Eyck est très fier de son œuvre au point de se représenter malicieusement dedans. Alors effectivement, on peut ne jamais le savoir parce que c'est pas flagrant, mais comme vous l'a expliqué la vidéo tout à l'heure, Jan van Eyck a joué avec l'espace, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas représenté directement en train de peindre le couple, mais il s'est malgré tout invité dans la scène à travers le jeu du miroir où on aperçoit le couple cette fois-ci de dos. Donc c'est comme une mise en abîme, hein. Rappelez-vous, je vous l'avais expliqué l'histoire des boucles d'oreilles d'Abashkiri, c'est un peu le même principe mais cette fois-ci inversé. On voit la scène de dos, donc les époux Arnolfini nous tournent le dos dans la scène du miroir, et vous avez de face le peintre et les témoins du mariage. Et donc Van Eyck trône au milieu de son œuvre. Après avoir dressé la fiche d'identité de l'œuvre et après avoir présenté son auteur, il est temps maintenant de rentrer dans la description et dans l'interprétation de l'œuvre d'art, de l'objet artistique. Donc vous êtes rompu à l'exercice, vous avez l'habitude de le faire. Je vous ai mâché le travail en préparant la légende. Vous n'avez plus qu'à la lire et qu'à rechercher dans le tableau la partie qui correspond à la légende et à remettre dans la case vierge le numéro associé au commentaire. Et vous aurez l'occasion de vous rendre compte que, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'agneau mystique, l'agneau de Dieu, il y a une forte dimension religieuse dans cette scène qui apparemment est tout sauf religieuse, une scène domestique, mais vous allez voir qu'en réalité, la religion n'est jamais très éloignée. Allez-y, mettez-moi sur pause, le temps de faire tranquillement l'exercice. Alors, le ventre de la jeune épouse qui est en état de grossesse laisse effectivement entendre que le couple sera fécond. Parce que, comme on vous l'a expliqué dans la vidéo, ça ne se fait pas à l'époque d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc si Giovanna Arnolfini avait été vraiment enceinte, probablement que Jan van Eyck ne l'aurait pas représentée ainsi. Donc quand on représente une femme au ventre arrondi, ça veut dire que Dieu
bénit l'union du couple et que pour les récompenser au fond de s'être mariés, Dieu leur accordera de nombreux enfants. Hein. Finalement, ça rappelle un peu ce qu'on raconte en fin de Contes de Fées. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Alors, si vous vous êtes demandé où pouvait bien se loger ce diable de numéro 2 et quelle différence par rapport au numéro 7, eh bien, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas d'importance. Les deux flèches rouges indiquent que le repère 2 et le repère 7 sont parfaitement interchangeables. Ce sont tous les deux des symboles religieux et des symboles de la fidélité. La pureté, c'est-à-dire des valeurs chrétiennes, mais qui sont aussi celles du mariage. Donc le miroir et la statuette de Sainte Madeleine, je crois, ou Catherine, j'avoue, je ne me rappelle plus. On vous l'a dit dans la vidéo. Ensuite, vous avez alors le contraire. Et oui, ce petit facétieux de Jan van Eyck ne peut pas s'empêcher malgré tout de faire allusion au péché de chair, le péché originel dont tous les enfants sont issus. Et il a représenté des fruits, et en particulier une pomme. Hein, c'est une allusion au paradis perdu, aux fruits défendus, à Adam et Ève, chassés du paradis pour avoir croqué dans la pomme, autrement dit, avoir eu des relations sexuelles. Mais pour nous autres historiens en herbe, le fait que Van Eyck représente un miroir, représente des fruits, ça veut dire qu'on peut en tirer les conclusions que le couple est particulièrement riche. Bon, d'ailleurs, s'il n'avait pas été riche, il n'aurait sûrement pas eu les moyens de s'offrir les services de Jan van Eyck. Mais ça veut dire qu'au Moyen-Âge, les fruits, et notamment des fruits qui sont parfois exotiques, hein, des citrons, des oranges venus de Méditerranée, arrivent jusque dans les assiettes des habitants de Bruges les plus gourmands, mais aussi et surtout les plus riches. Les miroirs, il faut le savoir, hein, au Moyen-Âge, il n'y a guère qu'à Venise que l'on sait fabriquer des miroirs, et le secret de fabrication est jalousement conservé tout au long du Moyen-Âge, sous peine de mort. Je ne plaisante pas, sous peine de mort. Et si vous trouvez que c'est excessif, eh bien je vous dirais que les Chinois en faisaient autant, avec, à l'époque, toujours au Moyen-Âge, avec le secret de la fabrication de la soie. Bah oui, si tout le monde peut fabriquer des miroirs ou de la soie, après, les prix s'effondrent, ça vaut plus le coup. Donc, vous voyez tout ce que l'on peut tirer de ce genre de scène qui, à première vue, n'a pas l'air extrêmement riche, et pourtant, si. Alors, vous avez ensuite la chandelle unique. La chandelle unique, alors ça, il faut le savoir, hein, je vous avouerai d'ailleurs que je ne savais pas moi-même, je l'ai découvert en travaillant la séquence, le tableau. C'est un symbole religieux parce que à l'époque, on peut se marier en l'absence d'un prêtre, mais il faut quand même que Dieu soit présent, au moins symboliquement, donc il faut que le mariage soit public, il faut que chacun puisse dire « j'y étais, je peux témoigner que un tel et une telle se sont mariés », et la chandelle peut symboliser la flamme, hein, la chandelle allumée, la flamme symbolise la présence divine et l'unicité du couple. Une flamme pour le couple. Alors, vous pouvez remarquer aussi que les sandales à l'époque sont en bois. Hein, ça nous apporte un petit détail sur la vie domestique de l'époque. J'oubliais le chien qui est aussi un symbole de fidélité. C'est le troisième symbole de fidélité du tableau, qui est au pied de sa maîtresse, qui attend qu'on le caresse, qu'on le flatte. Et dernière chose qui nous intéressera, les deux riches époux ont évidemment mis leurs plus beaux habits pour être représentés sur le tableau, ça va de soi, mais ce sont de très lourdes étoffes. Hein, on imagine qu'elle doit peiner Giovanna Arnolfini avec des vêtements aussi lourds, avec des plis aussi verticaux. C'est le fameux drap de laine de Bruges.
qui habille les bourgeois les plus riches. Les Arnolfini sont riches et ils tiennent à ce que ça se sache, parce qu'ils sont fiers de leur richesse. Un petit mot sur la composition du tableau. Ben écoutez, elle est parfaitement symétrique, comme vous le montre cette découpe. Les deux, j'allais dire les deux amants, mais non, les deux mariés se font face de chaque côté du tableau, qu'on pourrait quasiment replier comme un triptyque, comme un volet. Et donc vous avez une droite qui coupe le tableau en deux et qui passe par la chandelle, et qui passe plus exactement par le lustre accroché au plafond, qui coupe le miroir en deux et qui passe entre les deux yeux du chien. Mais vous voyez que Jan van Eyck est quelqu'un qui sait jouer de l'espace avec un certain talent et qui aime finalement les compositions très géométriques, parce que, comme vous le montre aussi cet autre schéma, vous avez des diagonales qui passent par les mains jointes des deux époux et qui structurent également de manière très géométrique le tableau. Le tableau est peint en intérieur, ce qui n'est pas si souvent le cas que ça. Et donc la pièce pourrait être extrêmement sombre, hein, et c'est pas la petite flamme de l'unique chandelle qui va illuminer la pièce. Donc Jan van Eyck a fait rentrer la lumière par la gauche, par la fenêtre, ce qui permet ensuite de jouer sur des contrastes de lumière qu'on aperçoit notamment au niveau des plis de l'étoffe de la robe en drap de Bruges de Giovanna. Bon, ben c'est pas tout ça, mais il faut maintenant que nous abordions la dernière étape obligatoire de notre démarche d'analyse de l'histoire des arts. Autrement dit, définir, distinguer les objectifs poursuivis par l'artiste. Autrement dit, qu'est-ce que Jan van Eyck a voulu nous dire, ou plus exactement, puisqu'il est peintre, qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer? Que faut-il comprendre? Que faut-il retenir de ce tableau? Et pour cela, je vais vous demander d'associer des cases, chaque case de la colonne de gauche à sa correspondante de la colonne de droite, en respectant le code des couleurs. Donc d'un côté, la colonne de gauche, ce qui nous est montré, et la colonne de droite, ce que nous devons comprendre. N'hésitez pas à me mettre sur pause le temps de faire tranquillement l'exercice. Si Jan van Eyck ou son tableau vous ont inspiré, vous devriez avoir trouvé les réponses suivantes. Donc le reflet du peintre dans le miroir consiste à célébrer soi-même son propre talent d'artiste quand on s'appelle Van Eyck et qu'on est très fier de soi. Les lourdes étoffes de drap permettent de célébrer la réussite sociale et économique du couple. La grossesse de Giovanna, mais la grossesse annoncée, plutôt que réelle, permet de célébrer la future famille fondée par le couple, puisque les mariages ont pour but de permettre justement de fonder des familles. C'est encore le cas aujourd'hui, donc ça l'était encore plus au Moyen-Âge. La chandelle, le chien, le miroir permettent de célébrer la vertu conjugale, la vertu maritale chrétienne de fidélité. Et enfin, Giovanni, tenant la main de Giovanna,
et ben là, ça permet aussi de célébrer le mariage du couple, la sincérité de son amour, d'autant que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais Jan van Eyck n'était pas uniquement le peintre auquel les Arnolfini ont fait appel pour peindre le mariage. C'était aussi, visiblement, un proche, c'était un ami. Donc cet ami a voulu leur faire l'amitié de fixer pour l'éternité par la peinture la sincérité de leur amour. Et moi, ça me rappelle un peu, de certaine façon, la mosaïque de Ravenne avec Théodora en face de Justinien, avec une différence notable, c'est que les deux époux se regardent dans les yeux pour l'éternité, alors que là, ils sont pas loin de se regarder face à face, mais pas tout à fait quand même. Alors, puisque vous m'êtes extrêmement sympathique, j'ai décidé de vous proposer une étape facultative, un petit supplément totalement gratuit. Après avoir donc identifié l'œuvre, après l'avoir décrite, après l'avoir, j'allais dire autopsiée, mais le terme est un peu malheureux, après l'avoir décortiquée pour en décrire les messages. Donc ça, ce sont les 3 étapes obligatoires de la démarche. Il y en a une 4e qui consiste à établir des correspondances, c'est-à-dire des points communs, ou alors au contraire d'énormes différences, avec d'autres œuvres de la même époque ou pas, du même peintre ou pas, et puis pas forcément d'ailleurs peinture, ça peut être aussi comparé, pourquoi pas, un tableau avec une statue, peu importe. On est libre du moment que ça ait du sens. Or justement, je voulais partager avec vous le plaisir, parce que l'art, ça doit quand même être un plaisir à la base, le plaisir de découvrir un tableau extrêmement célèbre, qui n'a pas grand-chose à voir en apparence avec les époux Arnolfini, hein, effectivement, c'est pas la même époque. C'est un tableau qui a été peint en 1656, c'est-à-dire 200 ans après, qui a été peint en Espagne, à la cour du roi d'Espagne Philippe IV. Donc pas grand-chose à voir avec un bourgeois de Bruges d'origine italienne. C'est pas le même peintre, ça va de soi, à 200 ans d'écart. Mais justement, si, c'est là que se trouve le point commun. Regardez bien le tableau et essayez de voir ce qui me fait penser à Van Eyck et aux époux Arnolfini. En fait, Velázquez a fort habilement utilisé le même angle de vue que Van Eyck, mais inversé. C'est-à-dire que dans le tableau d'Arnolfini, le peintre se reflète dans le miroir et l'on aperçoit le sujet du tableau, c'est-à-dire les époux Arnolfini, au premier plan. Et bien là, ce facétieux, ce rigolo de Velázquez, il a fait le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de représenter le couple royal, le roi et la reine d'Espagne, en fait, il les a fait se refléter dans le miroir, donc ils sont bien présents, bel et bien présents, mais ils sautent pas aux yeux, ils sont relégués à l'arrière-plan, et ce grand facétieux de Velázquez s'est représenté en train de se peindre. Donc en réalité, c'est un autoportrait à sa propre gloire, hein. C'est lui là, le moustachu, avec un crucifix rouge sur son vêtement. Et en fait, comment dirais-je, il s'est même arrangé pour que non seulement il vole la vedette au couple royal, mais en plus, en réalité, c'est pas le roi et la reine qui sont mis en valeur dans ce tableau, ce sont des naines, celles qu'on appelle les Ménines, c'est d'ailleurs le nom du tableau, les Ménines, parce qu'à la cour d'Espagne, eh ben, on aimait bien collectionner les nains, les naines, c'était un peu comme des poupées.
un petit peu plus grandes que des poupées habituelles, et puis surtout qui avaient l'avantage d'être vivantes. Donc c'était très distrayant. Donc en fait, Velázquez a repris la même technique, mais inversée par rapport à Van Eyck. Alors on pourrait toujours dire, bah, c'est le hasard, hein, mais je suis sûr, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, les historiens de l'art sont sûrs que c'est voulu et que c'est une référence aux époux Arnolfini. Dernier petit supplément gratuit, si vous tapez époux Arnolfini sur votre moteur de recherche Google Images, vous verrez apparaître le double portrait peint par Jan van Eyck à X centaines d'exemplaires, mais vous verrez apparaître aussi des curieuses représentations qui visiblement ne sont pas de la main de Jan van Eyck. Et bien oui, parce que c'est un tableau qui a été très souvent copié, mais pas l'identique. Il a été parodié, il a été pastiché. C'est-à-dire qu'en fait, l'artiste s'en inspire, mais en le transformant, en le déformant, et volontairement, hein, c'est pas parce que là Fernando Botero il n'a pas le talent de Jan van Eyck, hein, il essaie pas de copier Van Eyck, il essaie simplement d'interpréter comme il l'entend le célèbre tableau du Moyen-Âge. Donc on retrouve le lustre, sauf que là les bougies, il y en a à chaque branche du lustre. On retrouve le couple, mais évidemment il a un petit peu perdu quand même de sa superbe. Le chapeau qui est sur la tête de Giovanni Arnolfini a l'air démesurément trop grand pour lui. Madame Giovanna Arnolfini a un ventre bien rond, mais on peut penser que ça n'est pas dû à la grossesse, mais que c'est dû peut-être à des excès alimentaires répétés. Les personnages sont devenus un peu ridicules chez Fernando Botero, mais néanmoins il y a une certaine fidélité à l'œuvre originale, parce que le lit était rouge, il est toujours rouge, hein, symbole aussi du désir, hein, probablement il y a une connotation sexuelle. La fenêtre est toujours à gauche, il y a toujours les fruits, même si là c'est peut-être des oranges qui ont remplacé les pommes. Il y a toujours les sandales, elles sont toujours... Alors, sauf que là c'est des tongs, évidemment, c'est plus tout à fait la sandale en bois du Moyen-Âge, mais bon, je me demande si c'est bien toujours un chien, on dirait un chat, mais bon, il est toujours là, l'animal qui symbolise la fidélité, et vous avez toujours le miroir avec, logiquement, Fernando Botero qui s'est représenté lui-même par un autoportrait. Voilà. On en a fini pour aujourd'hui avec cette œuvre célèbre. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance consacrée aux villes, au commerce et aux bourgeois qui vivent dans les villes du grand commerce de l'Occident médiéval. Bonne journée, à bientôt!